Merci Alexis pour ce premier exposé. En t'écoutant, me venait la réflexion d'une citation assez connue, qui est « La science n'est qu'une suite d'erreurs redressées ». Et je trouve que quand on est sur ces sujets, on voit bien qu'aucune certitude n'est possible et qu'on doit continuer à travailler. Il y a eu une évolution sur la manière dont on envisageait le burn-out. Effectivement, à une époque, on avait focalisé beaucoup sur les soignants, sur la relation. On voit bien que ça s'est étendu à d'autres métiers et d'autres professions. Je me pose toujours la question, parle-t-on toujours de la même chose ? Je pense que c'est un vrai sujet. Donc on est en train d'avancer. On est en train d'avancer et pour reprendre ce que disent certains sociologues, on agit dans un monde incertain. On agit dans un monde incertain où les connaissances sont en construction. Et pourtant, il faut bien agir. Il faut bien agir et aider un certain nombre d'acteurs, les personnes en souffrance, mais aussi les entreprises. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à 2 cabinets spécialisés de nous expliquer la manière dont ils travaillent. Donc le cabinet PSIA, représenté par Célia Badet, avec qui nous avons déjà longuement travaillé sur l'organisation des matinées TIS depuis un certain temps déjà, et qui est, je crois, sur la place lyonnaise, une personne qui entreprend et qui aide vraiment les entreprises sur différents sujets. Et Adeline Chazy, donc, qui est psychologue, intervenante, et qui représente donc le cabinet HR Consultancy Partners. Alors, la question que je me pose, et vous pourrez répondre, je crois, toutes les deux, c'est, au fond, quelles sont aujourd'hui, au stade des connaissances que l'on a, dont on a vu qu'elles sont relativement peu stabilisées, comment agir, comment intervenir, comment sensibiliser. Doit-on privilégier finalement une approche par les individus ? On a parlé d'individus à risque. J'allais dire, sans jeu de mots, je ne me risquerai pas trop sur ces sujets, avec toujours effectivement le risque de stigmatisation. Yves Clos appelle ça, au fond, le nouvel hygiénisme. Donc on doit être très attentif aussi. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, mais il n'empêche, des individus sont fragiles. Donc comment on traite, j'allais dire pratiquement éthiquement, cette question de l'individu, du collectif, et puis par où on passe. C'est-à-dire, on a un discours de l'extérieur, que l'on soit chercheur ou cabinet, mais ensuite, on doit travailler avec l'entreprise. Et au fond, quels sont les acteurs que l'on sensibilise ? Quels sont, au fond, les leviers sur lesquels on agit ? Voilà, donc je suis prêt à entendre vos premières expériences sur le sujet. On commence par toi, Célia, si tu veux bien. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je représente aujourd'hui le cabinet PSIA. Dont la mission est d'agir effectivement dans la prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc indirectement, on va chercher à prévenir le phénomène du burn-out. Donc je pense qu'effectivement, une erreur serait de considérer qu'il n'y a que des causes individuelles. Je pense que ce serait s'occuper uniquement de la partie émergée de l'iceberg. En réalité, notre démarche est de considérer effectivement à la fois l'individu dans sa vulnérabilité, et en parlait tout à l'heure Alexis, mais aussi d'aider les entreprises finalement à devenir lucides et en les amenant à accepter d'aller questionner l'organisation ou la re-questionner pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dans ce système-là peut générer ou peut entraîner des personnes dans cette situation de vulnérabilité extrême qui peut les amener à tomber
de cette façon-là. Et finalement, ça va nous amener à agir donc sur des approches combinées, ce que j'appelle combinées, c'est-à-dire à la fois explorer le système pour pouvoir identifier un certain nombre d'éléments problématiques, et donc pour pouvoir les réajuster au niveau de l'organisation. Donc comment on fait pour essayer de réduire les contraintes qui génèrent beaucoup de pression, comment on fait pour ressourcer l'organisation en outillant les managers et en mettant des espaces de régulation beaucoup plus importants, mais aussi à un niveau, je dirais, secondaire. C'est-à-dire que c'est important d'outiller les acteurs, que ce soit les collaborateurs, pour pouvoir faire en sorte que ce phénomène-là soit connu, qu'on puisse le reconnaître, qu'on puisse identifier aussi, surtout pour les managers, des personnes dites à risque, et monter en compétences sur des compétences relationnelles et un savoir-être qui permet aussi de gérer ce type de situation. Et puis, il y a aussi une approche dite tertiaire qui, là, prend en compte l'individu. Tout le monde, finalement, même s'il y a des causes organisationnelles, n'arrive pas en burn-out forcément pour les mêmes raisons. Et ils n'en sont pas forcément au même stade. Et il y a des personnes plus vulnérables que d'autres. C'est pourquoi on s'attache à accompagner des personnes, en tout cas à leur offrir un espace d'échange avec des psychologues pour pouvoir se réguler, mieux se connaître, prendre conscience aussi d'un état de l'état dans lequel ils sont. Donc ça se fait de différentes manières, hein. Ça peut se faire à distance, ça peut se faire sur place, mais en tout cas un moment pour eux en toute confidentialité dans l'anonymat. Je pense que c'est important, y compris sur le plan social. Il y a le plan psychologique, mais il y a aussi, on se rend compte qu'il y a un développement dans les entreprises de soutien social, parce qu'il y a des personnes plus vulnérables que d'autres, hein, des personnes célibataires, des personnes fragiles économiquement. Voilà, donc on peut agir sur différents niveaux, et je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce qu'on constate aussi au niveau des DRH dans les entreprises, qui se retrouvent souvent seuls par rapport à ce problème-là, quand des entreprises n'ont pas pris encore ce phénomène à bras-le-corps et n'ont pas encore pris conscience de la culture préventive à mettre en place. On se rend compte que le DRH, souvent, joue tous ses rôles à la fois. Il se retrouve dans un assistanat social, il se retrouve psychologue et un peu pris en étau entre des hiérarchies qui sont encore dans le déni, ou qui souhaitent pas encore ouvrir ce sujet-là, et des collaborateurs vulnérables en souffrance, et dont on ne sait pas trop comment l'accompagner. Voilà. Donc je pense qu'il est essentiel à un moment donné de faire appel à des acteurs spécialistes et des acteurs extérieurs neutres pour pouvoir prendre du recul à un moment donné sur une situation, qu'elle soit organisationnelle ou individuelle. Mais je vais laisser la parole à Adeline. Oui, alors je voulais revenir aussi sur ce que disait Célia, effectivement, sur les interventions aujourd'hui au niveau de la DRH et au niveau, effectivement, des salariés de l'entreprise. Juste pour rappeler un peu dans quel contexte aujourd'hui on peut positionner tous les acteurs de la prévention. On est dans un contexte qui est de plus en plus normalisé. On observe de plus en plus des entreprises qui sont dirigées par des armées d'actionnaires, une majorité de financiers. Donc c'est important de le rappeler, puisque derrière, ça va forcément provoquer des choses au niveau du travail réel. On observe un décalage qui est quand même de plus en plus grandissant aujourd'hui, justement, entre ce contexte financier et le travail réel qui peut être constitué aujourd'hui des petits arrangements, des petits bricolages, des soucis quotidiens qui ne sont pas forcément aujourd'hui retranscrits dans les reportings. C'est important puisqu'aujourd'hui les reportings ont pris une place quand même grandissante dans le travail de tous les salariés. Comme le disait très bien l'émission que vous évoquiez en introduction sur le bonheur au travail, on est passé aujourd'hui d'un management des hommes pour les hommes par les hommes à une gestion du chiffre par les chiffres pour du chiffre.
Donc ce décalage aujourd'hui qui est de plus en plus grandissant doit être particulièrement pris en compte puisque tous les outils qui sont utilisés, comme les outils de contrôle de gestion du temps, qui sont les ratios comptables, tout ça ne prend pas forcément en compte le travail du salarié. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même une plainte qui est grandissante et en parallèle, il y a aussi une réglementation et un contrôle qui est grandissant. C'est proportionnel. Donc aujourd'hui, cet état-là fait qu'il va falloir de toute façon prendre en compte la prévention dans son activité quotidienne. Et comme Alexis le disait tout à l'heure, effectivement, il y a des symptômes qui sont quand même visibles. Ces symptômes-là, ils doivent être pris en compte par les managers. Aujourd'hui, ils ont un véritable rôle dans la prévention des risques dans l'entreprise et c'est grâce à la détection de ces symptômes qu'on arrive à faire en sorte que la prévention, justement, ne soit pas que une question de DRH, mais qu'elle soit véritablement intégrée dans la culture de l'entreprise. Tous ces symptômes, vous allez me dire, c'est pas forcément évident de toujours les détecter. Déjà parce que, comme le disait Alexis, effectivement, il y a une phase de déni qui fait que le salarié ne va pas forcément reconnaître qu'il est dans cet état-là. Mais encore plus, c'est pour ça, au contraire, qu'il faut qu'avant qu'il y ait rupture, ces symptômes soient identifiés. Donc il y a des indicateurs qui ont déjà été cités, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais qui peuvent nous mettre déjà une alerte et de savoir effectivement qu'est-ce qu'on va faire. Tous ces symptômes, il faut aujourd'hui que le manager arrive à les détecter en créant une relation de confiance. Il n'y a plus de confiance aujourd'hui dans les entreprises. Je le vois tous les jours au quotidien. Entre les équipes et leurs managers, la confiance est complètement cassée. Aujourd'hui, on le sait quand même, la confiance remporte plus que le contrôle. Et on a complètement inversé la tendance. On est là à vérifier sur tout le travail du salarié. On a mis en place des systèmes de contrôle qui sont énormes. Et on a arrêté de considérer qu'il fallait mettre de la confiance dans les relations managériales. C'est encore plus important qu'aujourd'hui, on est quand même dans une école de management. Donc ça me semble important comme message à passer. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à retrouver ces relations humaines qui sont complètement cassées. Comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors effectivement, le climat de confiance qui doit être instauré, il passe déjà par l'écoute. Ça paraît évident. Pour autant, je rencontre tous les jours des managers qui ne font que aujourd'hui imposer ce qu'ils ont envie de mettre en place dans l'entreprise sans forcément prendre en compte les remontées des salariés. J'étais encore la semaine dernière dans une entreprise où un opérateur a voulu faire une proposition d'amélioration de ces outils techniques qu'il utilisait. La seule réponse qu'il a obtenue, c'est pas l'outil qu'il faut changer, c'est l'opérateur. Dans un contexte comme celui-ci, on peut parler de prévention du burn-out. Effectivement, je pense qu'il y a une marge de progression assez importante. Au niveau de la gestion du temps des équipes, on voit effectivement que la charge de travail est de plus en plus importante. On en parlait tout à l'heure. Au niveau de la gestion du temps, c'est le manager qui doit avoir aujourd'hui un rôle de régulation par rapport à ça. Le salarié lui-même, on l'a déjà dit, va s'engouffrer et va malheureusement s'empêtrer lui-même, se mettre la pression et par sa conscience professionnelle faire en sorte de plus en plus accélérer son rythme de travail pour satisfaire l'entreprise. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un soit là pour réguler cette charge de travail et puis justement dire comment est-ce qu'on peut faire différemment pour faire le même travail, puisqu'on est d'accord, il y a quand même des contraintes de l'entreprise qu'il faut quand même respecter, mais différemment. Il faut réfléchir en tout cas à des pistes de réflexion. Le soutien. Parce qu'aujourd'hui, le manager est là pour soutenir ses équipes. Donc répondre à ces questions. On voit beaucoup de managers aujourd'hui qui ont des difficultés parce qu'ils ne se sentent pas forcément très compétents techniquement. On a vu qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de jeunes managers qui arrivaient sur le terrain, qui étaient plutôt managers et pas techniques. À la limite, s'il a véritablement un rôle de manager et qu'il arrive à soutenir ses équipes, à les écouter, à passer du temps et avec eux avancer et les faire évoluer, ça ne pose pas forcément de problème. Par contre, si non plus il n'a pas les sources en termes de management, ça commence à être compliqué. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises ou des structures dans la fonction publique qui arrivent à avoir des managers qui sortent d'écoles de management qui n'ont pas non plus compris qu'ils avaient un rôle de soutien de leurs équipes. Parce qu'ils ne sont pas bons techniquement, ils ne se sentent pas crédibles dans les propositions qu'ils peuvent faire à leur équipe. Pour autant, aujourd'hui, plus le manager fera des retours, ce qu'on appelle les feedbacks aujourd'hui grossièrement, plus il donnera des signes de reconnaissance, plus il essaiera de faire évoluer le salarié, plus on constatera que finalement l'équipe va aussi subvenir à des difficultés qu'il rencontre au quotidien. On se rend compte aujourd'hui dans les entreprises que malgré tout, malgré les contraintes, malgré les délais, malgré la pression, malgré les charges de travail, malgré la météo, tout ce qui peut être contraignant pour un salarié aujourd'hui,
À partir du moment où on arrive à respecter ces valeurs humaines, on arrive à faire en sorte qu'ils conservent un sentiment de dette aujourd'hui. Ce qu'on appelle le sentiment de dette, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai envie de m'investir pour mon entreprise, mais pas me surinvestir, c'est m'investir pour aujourd'hui justement travailler ensemble. C'est véritablement des valeurs aujourd'hui qu'il faut qu'on retrouve au quotidien. Dernier point aujourd'hui sur lequel je voulais insister par rapport au management, effectivement, c'est déjà la prise de recul par rapport à ces pratiques de management. Pour ce faire, il faut aussi remettre les codes qu'on a déjà instaurés depuis des années sur des techniques de management où on était beaucoup sur de la communication descendante à un côté beaucoup plus participatif dans les entreprises. Il y a des projets aujourd'hui qui naissent de la part des opérateurs. Encore une fois, dans l'émission dont on parlait, aujourd'hui on le voit, l'innovation vient des opérateurs. C'est pas forcément parce que le manager aujourd'hui a un rôle de responsabilité dans l'entreprise que tout doit venir de lui. Donc plus on sera dans le projet participatif, plus on sera dans une communication qui est à la fois descendante, parce qu'il a aussi un rôle de transmission de stratégie, mais aussi de remontée d'informations. Et qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces informations pour faire en sorte justement que les attentes des salariés soient aussi au même niveau que celles de son manager. On observe un décalage également entre ces deux niveaux-là qui sont importants et qui peuvent être source aujourd'hui de mal-être dans les entreprises. Juste un point également, parce qu'on parlait de régulation, on observe dans un contexte aujourd'hui effectivement de plus en plus tendu une montée croissante des nouvelles technologies. On le voit par rapport à ça, effectivement, ce qu'on appelle les NTIC sont devenues fortement présentes. On parle de qualité de vie au travail, on en parlait avec Célia hier. C'est pas aussi simple que ça. On peut parler de qualité de vie tout court, puisqu'aujourd'hui, en fait, quand on reçoit un message en dehors des temps de travail, quand on a des ordinateurs qui nous permettent de travailler en dehors de la semaine, qu'on travaille le week-end, qu'on travaille le soir, ce n'est plus aujourd'hui aussi simple de séparer le travail de sa vie personnelle. Donc, encore une fois, le manager a ce rôle-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il voit un collaborateur qui envoie un mail à 22h ou si il lui impose des réunions à 18h le soir qui vont forcément impacter sa vie personnelle, on peut se douter qu'il va se passer quelque chose de pas forcément très intéressant. Voilà, c'était juste les quelques éléments que je voulais rajouter. Merci Adeline. Peut-être que vous pouvez citer l'ouvrage que votre structure a publié. Alors effectivement, on a publié un livre qu'on a coécrit qui s'appelle « Gérer les risques psychosociaux, performance et bien-être au travail ». Puisqu'aujourd'hui, comme l'a dit Thierry, on parle de souffrance, mais l'objectif, évidemment, c'est d'aller vers le bien-être au travail. Donc si vous le voulez, on peut vous l'envoyer. Il suffit de nous envoyer un mail à contact, C-O-N-T-A-C-T, .vie au travail, VIEAUTRAVAIL, hr-cp.fr. hr-cp.fr. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de précision. Voilà. Je voulais reposer la question à Célia, me semble-t-il. On n'a pas épuisé la question de finalement comment on rentre dans les entreprises, à travers quelles alertes et puis à quel moment. Et je crois que Célia, tu souhaitais insister sur cette question. Oui, en fait, à quel moment ça va être justement assez variable. Je dirais que bien souvent, on est appelé un peu trop tard pour jouer le rôle entre guillemets de pompier. Ça va pas toujours être le cas, et donc bien souvent à ce moment-là, on va utiliser d'abord nos dispositifs de soutien, d'accompagnement et d'écoute, à la fois sur place et également à distance. Mais heureusement, on arrive aujourd'hui à convaincre, parce qu'il y a une prise de conscience qui se fait, les entreprises de repenser leur mode de fonctionnement et j'ai envie de dire même d'aller dans une continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, la plupart, beaucoup, pas assez, mais la plupart ont compris qu'il y avait une prévention au niveau des risques psychosociaux à faire. Aujourd'hui, on arrive quand même à aller vers le terme qualité de vie au travail.
Et je pense que c'est important parce que ça amène d'autres choses, ça amène d'autres leviers sous une perception qui n'est plus uniquement celle de gérer le risque, mais celle d'ouvrir sur des pratiques nouvelles et qui contribuent vraiment à la prévention de phénomènes comme le burn-out. Et enfin, effectivement, Adeline le disait tout à l'heure, et c'est une de notre démarche et de notre posture, c'est aussi viser la qualité de vie de la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, elle ne se coupe pas en deux entre son travail et sa vie personnelle. Elle a à être, à mon avis, considérée dans sa globalité. Et à partir de ce moment-là, je parlais d'actions combinées, c'est vraiment important aujourd'hui de considérer qu'on ne peut pas ne pas questionner l'organisation, mais je crois qu'on ne peut pas non plus questionner finalement comment l'individu, lui, arrive aujourd'hui, à quel service et quelle technique il a accès pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir aussi détecter lui-même ces signaux d'alerte et justement aller du coup prendre conscience et s'orienter lui-même vers des dispositifs qui vont être existants, voire même développer sa créativité aussi au sein de son organisation pour pouvoir aussi contribuer à des échanges et aux nouveaux modes de fonctionnement. Donc RPS, qualité de vie au travail et qualité de vie sont à considérer comme des briques toutes utiles et qui fonctionnent dans une continuité. Merci à vous deux. Moi, je retiens quand même de ces échanges deux éléments très, très importants. Ce que vous avez dit, Adeline, sur la confiance, qui est au fond, dans l'entreprise, mais globalement dans la vie en général, le carburant des relations. C'est-à-dire que si nous fonctionnons entre nous, les uns et les autres, sur la défiance, la défiance appelle le contrôle, et le contrôle va générer nécessairement de la défiance, et on est dans un cercle vicieux très, très impressionnant. Et la question qu'on a à se poser pour traiter le burn-out, c'est les conditions pour établir la confiance, me semble-t-il. C'est-à-dire les mécanismes, les dispositifs qui font que les personnes vont éventuellement faire part de leurs difficultés sans que cela leur nuise. Or, c'est un des grands points noirs, un des points aveugles, c'est que, notamment chez les cadres, on ne dit pas que l'on est en difficulté. Parce que dire que l'on est en difficulté, c'est déjà se compromettre sa carrière, compromettre sa trajectoire. Jean-Claude connaît très bien les cas les plus dramatiques qui ont eu lieu à Orange ou chez Renault, les trajectoires de vie des personnes les plus en difficulté, des trajectoires souvent ascensionnelles, où à un moment donné, on bute sur des difficultés. Donc je pense qu'on n'en a pas fini du point de vue de l'université, du point de vue de vos pratiques de conseil, pour générer des mécanismes ou des dispositifs qui génèrent la confiance. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est que je pense que si des personnes atteintes de burn-out sont en capacité de s'exprimer, elles l'ont fait récemment dans un colloque organisé par Jean-Claude à Paris, je crois qu'il y a eu énormément de témoignages là-dessus, il me semble, mais peut-être que tu me contrediras, que les entreprises ont plus de mal à dire ce qu'elles font sur ces sujets, et que ça reste relativement tabou. Ça reste aussi tabou parce qu'on a du mal à démêler les chevaux. On voit bien qu'entre la dépression venant de questions individuelles, familiales, et la question du travail, finalement, l'entreprise peut avoir tendance, on reviendra là-dessus, à dire bon, au fond, c'est pas mon sujet, et c'est pas mon sujet aussi dans une logique de je viens pas sur des terrains difficiles. Il me semble qu'on a un double phénomène d'évitement
dans ces affaires-là. C'est-à-dire que les salariés ne se livrent pas, par méfiance, mais les entreprises ne veulent pas non plus aller sur ce terrain-là pour différentes questions de responsabilité, d'intrusion sur la vie privée. Voilà. Donc on est dans un phénomène d'évitement qui ne permet pas, me semble-t-il, d'aborder sereinement les sujets. Et je crois que on doit progresser collectivement sur ce sujet. Et donc on aura besoin, je pense, je ne sais pas si Christophe Falcoz est là. Non, visible. Voilà, donc Christophe Falcoz est avec moi professeur associé ici à l'IAE, et nous allons monter une chaire de recherche sur qualité de vie au travail et diversité. Et je pense que la manière dont les entreprises construisent leurs dispositifs de prévention doit faire l'objet vraiment d'une attention, avec un partage d'expériences beaucoup plus ouvert, parce que je crois qu'on est encore aujourd'hui dans l'opacité, dans la manière dont les choses sont traitées, et on doit aussi, comme sur d'autres sujets, aller vers, au fond, la mise en évidence des bonnes pratiques. Mais n'oublions pas que la France souffre, et ça a été montré par plusieurs économistes, d'être profondément une société de défiance. Une société de défiance. Alain Perfit, il y a quelques années, écrivait un ouvrage sur la société de confiance. On en est très très loin. Et on en est très loin sur tous les sujets, et en particulier sur celui-ci. Et je m'interroge sur le fait que certains dispositifs que l'on crée, finalement, peuvent générer de la défiance. Donc je crois que c'est un sujet, avec Christophe, qu'on aura sans doute à regarder et à instruire de près dans des recherches à venir. Tu voulais intervenir là-dessus ? Oui, je voulais intervenir justement sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la prévention des risques et dans la meilleure qualité de vie au travail, on met en place des groupes qu'on appelle des groupes de discussion. Et c'est vrai, je rejoins ce que tu disais à l'instant, on ne donne plus forcément la parole aux salariés, puisqu'on a le sentiment surtout qu'on va soulever des loups énormes qu'on n'arrivera pas à gérer derrière. Pour autant, aujourd'hui, par expérience, je peux vous dire que donnez-leur la parole, qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, sur leurs difficultés. On en ressort toujours avec quelque chose de positif. On arrive à faire en sorte que petit à petit, ils arrivent à s'autoréguler entre eux, parce qu'ils remontent leurs difficultés, ils trouvent des façons aussi derrière de pouvoir gérer leurs contraintes quotidiennes, et parce qu'aussi, c'est eux qui ont les meilleures solutions aujourd'hui. Rien ne vaut la personnalité et aussi les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain pour qu'ils puissent trouver des solutions. Arrêtons de penser que c'est les cadres qui puissent leur imposer les bonnes pratiques. On se rend compte que dans le dialogue, on arrive à trouver aujourd'hui des façons de prévenir justement tous ces risques. Voilà. Donc je vous propose qu'on conclue sur cette partie-là.